Vue d'en haut, elle semble calme, paisible. Une ville somptueuse, au bord de la mer. Mais vue d'en bas, c'est une toute autre histoire. Au milieu de la foule, voilà ce qui fait le quotidien. Des trafics en tout genre. 4 euros. Cigarettes de contrebande et stupéfiants. Tu sais où est-ce que je peux acheter à fumer ici? Non, vous allez tout droit là. Ouais. Et là, vous la radio. Et des scènes comme celle-ci, beaucoup plus frappantes. Mais au-delà des images, il y a un phénomène bien plus préoccupant. Un phénomène qui depuis plusieurs mois se développe dans les faubourgs de la ville et qui est souvent visible à la nuit tombée. Le jeune homme qui était visé a été achevé de 2 balles dans la tête. Un homme, une figure du grand banditisme, abattu de À chaque fois, c'est à l'arme lourde que les malfaiteurs opèrent. Règlement de compte à répétition. Une quinzaine de morts depuis le début de l'année. 3 corps calcinés ont été retrouvés dans une voiture en flammes. On nous les brûle. On laisse même pas quelque chose pour les voir, pour les tenir, pour les embrasser une dernière fois. Pourquoi comme ça? Pourquoi? Une série noire qui fait la une et place désormais Marseille, la deuxième ville de France, sous haute surveillance. Marseille est malade de cette violence, avec des quartiers, les quartiers nord ou les quartiers sud de la ville, qui ont été abandonnés pendant des années. Il est temps que l'État intervienne, car trop d'inertie ont duré. Mettre un terme à la violence à Marseille est devenu un enjeu majeur. Allez, bougez pas, mettez la main derrière le dos. Mais cela est-il possible? C'est ce que nous avons voulu savoir. Tu habites où, toi? Quel bâtiment? Vite, vite. Quels moyens sont réellement mis en œuvre pour mener la guerre contre les caïds? Bâtiment B. On va aller chez toi faire une perquisition après. Comment mettre fin au règne des dealers? Les résultats obtenus sont-ils suffisants? 1400, 1500 euros. Dis-lui qu'il faut taper là. Ouais, tape tout de suite, tape tout de suite. Et face aux forces de l'État, C'est pas un mois. Ça non plus. dans les quartiers sensibles, comment les trafiquants de drogue sont-ils organisés? Oui. Voilà, ça se passe comme ça. Terre. De quelle façon ont-ils transformé certaines cités en des zones quasi inaccessibles pour y mener leur propre business en toute tranquillité? Ce qui est frappant lorsqu'on enquête sur la criminalité à Marseille, c'est que contrairement aux autres grandes villes françaises, la violence, les agressions ont souvent lieu en plein jour et en plein centre-ville. Depuis un an, la municipalité a fait installer 340 caméras de vidéosurveillance. Des images qui, vous allez le voir, sont souvent pour les forces de l'ordre un nouvel outil pour arrêter les délinquants. Non loin du Vieux-Port, au cœur de Marseille, le commissariat de Noailles. Sur les 17 commissariats que compte la ville, c'est sans doute l'un des plus exposés. Ici, le boss, c'est David Brugère. Il a été nommé commissaire il y a un an. Avec une mission, faire baisser la délinquance dans le centre-ville. Sous ses ordres, 500 hommes. Vous m'appelez quand vous êtes prêt. Ok. L'un des fléaux auxquels il est confronté, ce sont les vols avec violence, en particulier les vols à l'arraché. Marseille détient un triste record en la matière. 10 000 vols avec violence en 2012, 4 fois plus que la moyenne nationale. Avec en plus une spécialité locale, l'arrachage de colliers. Pour le commissaire, les images de vidéosurveillance sont parfois de précieux débuts de piste. Donc là, il fait chaud, vous avez un individu qui se balade en survêt et puis encapuchonné comme si on était en plein hiver. Il fait ses allers-retours sur un petit secteur, comme s'il était un peu en patrouille, pour guetter sa proie. La victime est là, et voilà, et c'est fini. La méthode est toujours la même. L'arracheur porte des vêtements noirs, banals, et une capuche pour masquer son visage. Il a repéré la caméra et lui tourne le dos. Il choisit sa victime et d'un geste sec, il arrache son collier en or. Valeur de son butin, autour de 80 €. Depuis un an, David Brugère et ses hommes ont déjà interpellé 70 arracheurs. Mais c'est un combat sans fin. À Marseille, il y aurait une quinzaine d'arrachages chaque jour. Cet après-midi, l'un des hommes du commissaire a été alerté sur un nouvel arrachage. La scène s'est déroulée dans le 1er arrondissement, en centre-ville.
Ces touristes espagnols marchent sans se douter de ce qui les attend. Sur le trottoir, un scooter vient à leur rencontre. La scène ne dure que quelques secondes. Le deuxième homme sur le scooter a saisi le collier de la touriste. Le deux roues a quitté les lieux aussitôt. Mais grâce à cette vidéo, les policiers ont identifié le pilote du scooter. C'est un récidiviste. Il figure dans les fichiers du commissariat. Il porte en particulier une montre et une bague qui sont très reconnaissables. Les policiers vont aller l'interpeller chez lui, mais obtenir ses aveux ne va pas être simple. L'arracheur de collier présumé le voici, il n'a que 17 ans. Mais les policiers le connaissent bien pour l'avoir déjà arrêté plusieurs fois. Il porte encore la bague et la montre qui ont permis de l'identifier. Pourtant, il va nier. Bon, tu as été reconnu comme étant le conducteur d'un scooter et le passager arrière a arraché la chaîne à une femme. Ça s'est passé... Attends, ne me dis pas non. J'ai rien conduit, j'ai pas de moto, je conduis rien du tout. J'ai rien. T'as rien? Rien. Malgré son jeune âge et la vidéo qui l'accuse, le suspect prend l'audition à la légère et n'hésite pas à provoquer le policier qui l'interroge. Je sais pas. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je sais pas. Non mais qu'est-ce que tu as dit après? Je sais pas qui? Je sais pas. Frère? Je suis pas ton frère. Ça va. Non mais ne me dis pas ça va. D'abord tu es pas mon frère et tu es en garde à vue. Et devant toi tu as un officier de police judiciaire. Tu as compris? Bon, alors tu te tais et tu vas répondre aux questions que je te pose. Mais moi je suis pas ton frère. Tu as compris? Je suis pas ton frère. Je réponds pas aux questions, je réponds plus. Ne réponds plus aux questions qui me sont posées. Le policier n'est pas surpris. Dans ces affaires d'arrachage, il a très régulièrement affaire à des mineurs récidivistes qui connaissent leurs droits et qui savent qu'ils peuvent garder le silence. Bon, vous me l'attachez lui et il descend au jaune tout de suite. Le suspect va passer la nuit au commissariat. Toi arrête de me filmer parce que sur ma mère je vais te mettre un cri dans la caméra, ça tape tout droit. Demain, le jeune homme sera à nouveau auditionné. S'il garde le silence, les policiers ne pourront rien contre lui. Mais ce qu'il ignore, c'est que le lendemain, un témoin va se présenter. Dans les affaires de vol avec violence, il est rare que des personnes ayant assisté aux faits se présentent pour témoigner, par peur des représailles ou parce que les délinquants ont agi trop vite. Mais ce matin, un jeune homme est venu de lui-même au commissariat. Ce jeune homme, on l'aperçoit dans la vidéosurveillance. Au moment des faits, il était en train de lasser ses chaussures. Le scooter est passé juste devant lui, avant l'agression. Il n'a pas hésité à venir parler à la police. Si ça arrive à ma soeur ou ma mère, je serais content qu'il y ait une personne qui fasse ça pour elle. Alors, que ce soit une touriste, comme si c'était quelqu'un de ma famille, je me mets à la place de la personne cassée. Le policier lui présente une planche photo comportant plusieurs visages. Parmi eux, le conducteur du scooter. Il porte le numéro 9. Tu prends ton temps. Vu que c'est surtout le bas du visage, c'est lui ou lui? Par rapport à ce que j'ai vu, ça ressemble à un des deux. Un des deux. Je peux pas dire à 100%. Le 9 et le 5, c'est ça. L'homme hésite entre deux individus. Pour lever le doute, les policiers décident d'organiser ce qu'ils appellent un tapissage. Derrière une vitre sans teint, 3 hommes, dont le suspect de 17 ans qui porte le carton numéro 3. Le témoin les scrute, un par un. Certainement pas le 5, c'est sûr. D'accord. Le 2, il me paraît trop loin. Ouais. Je crois que c'est ça. Hein? C'est le 3. Allez, c'est bon, vous pouvez remonter. Cette fois, le témoin a clairement identifié le conducteur du scooter. Mais face aux preuves qui s'accumulent contre lui, le suspect continue de garder le silence. Donc hier en fin d'après-midi, lors de ta première audition, tu as fait le choix de garder le silence et de ne pas répondre aux questions qui t'ont été posées. Est-ce que tu persistes là-dedans ou est-ce que tu veux parler ou répondre aux questions que je vais te poser? Persiste là-dedans. Alors je persiste là-dedans. Et tu n'as rien d'autre à rajouter? Et on arrête là, hein? Pas de soucis. Ah ben. Toujours pas d'aveu. Pour les policiers, ça se complique. Car dans ce genre d'affaires, la garde à vue ne peut excéder 24 heures, et contrairement à ce que l'on pourrait penser, le dossier est encore mince. Le suspect a été identifié grâce à sa bague et à sa montre. Il a déjà été interpellé pour des faits similaires, et un témoin l'a identifié. Seulement les policiers savent que sans aveu, ces éléments ne suffiront probablement pas à convaincre la justice. Alors pour gagner du temps, ils ont besoin d'une prolongation de garde à vue. Rendez-vous chez le procureur
au palais de justice de Marseille. À droite, en polo orange, le procureur, il a l'habitude de ce genre d'affaires. Son discours est très ferme. Jusqu'à maintenant, tu dis rien. Oui. Bon, t'as le droit. Ceci étant, si tu dis rien, nous, on a des éléments. Tu dis rien, ça va être difficile de vérifier tes alibis. T'as plus de 16 ans, tu peux aller en détention. T'es déjà connu pour au moins 2 affaires. Donc tu fais comme tu veux, discute avec ton avocat parce que pour le moment ça se passe mal. Donc pour ces faits-là, je te garde tu restes avec les policiers cette nuit. Voilà, c'est fini, au revoir. Le jeune homme l'a compris. Maintenant qu'il a plus de 16 ans, ce genre d'affaire peut lui valoir la prison. Alors après une deuxième nuit au poste, son attitude va changer du tout au tout. Le lendemain, sur les conseils de son avocat, le jeune homme passe aux aveux. Oui, je reconnais des faits. Oui, je reconnais des faits. Question. Vous avez rencontré un groupe de touristes. Comment ça s'est fait? On était en train de rouler sur le trottoir. Ouais, c'est bon. On avait une chaîne, il a mis la main. Sur le collier? Oui. Sur le collier de la victime. Est-ce qu'elle a cédé la chaîne? Non, la chaîne, en fait, elle est tombée. Alors, la chaîne, vous êtes venu la récupérer? Oui, on a ça. Dans quelle direction vous êtes parti? Vers la porte d'Aix. L'arracheur a été placé en détention dans un établissement pour mineurs pendant 1 mois, puis il a été libéré en attente de son procès. Il risque jusqu'à 7 ans de prison pour vol avec violence en Réunion. Le nombre de vols de colis à Marseille a été divisé par 2 en 1 an, en partie grâce aux caméras de surveillance. Mais le phénomène reste problématique et parfois très violent. On estime que 3 kilos d'or sont volés et revendus chaque mois dans la ville. Et si ce type de délinquance est si fréquent à Marseille, c'est parce qu'il est très facile ici pour un voleur de revendre bagues et bijoux. En plein cœur de la ville, la porte d'Aix est une place connue de tous les Marseillais. Un haut lieu de trafic illégal. Ici tout se vend, tout s'achète. Contrefaçon, drogue et cigarettes de contrebande. Combien? Ça dépend quoi. 4 €. Cet endroit, les hommes du commissaire Brugère y patrouillent régulièrement. En scooter, par équipe de 2, ils sillonnent le secteur. Parfois la chance leur sourit. Ce jour-là, en passant, ils ont repéré une personne suspecte. L'homme dissimule maladroitement derrière lui plusieurs boîtes à chaussures. À l'intérieur, 4 cartouches de cigarettes et des dizaines de paquets qui vont être saisis. Le vendeur est arrêté et conduit au commissariat. C'est en venant ici presque tous les jours que les policiers réussissent parfois à arrêter un revendeur. Ce qui commence à être assez agréable pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nous aider, à nous renseigner dans le quartier. Je ne peux pas vous dire qui, puisque ça serait compliqué pour eux. Mais on commence à avoir pas mal d'informations. Mais l'objectif du commissaire Brugère, c'est de réussir à coincer des revendeurs d'objets volés, ceux que l'on appelle des receleurs. Et pour cela, il ne compte pas sur la chance, mais sur un coup de filet minutieusement préparé. Grâce à un indicateur, le commissaire est sur un gros coup. Un suspect qui serait l'un des receleurs les plus importants de la place. Cet homme, le voici. Il achèterait notamment des bijoux volés par les arracheurs du centre-ville. Tu me reçois bien là ou pas? Ouais, 5 sur 5. Ah ok, pareil pour nous. En embuscade, les équipes du commissaire surveillent les allées et venues du suspect. Une deuxième équipe stationne dans un véhicule banalisé à quelques mètres seulement de l'individu. Dans le jargon policier, on appelle cela un soum, un sous-marin, une voiture qui permet de voir sans être vue. C'est la seule façon pour la police d'être au plus près des trafiquants, sans se faire repérer. Un homme s'approche du receleur présumé. Apparemment, il a quelque chose à lui vendre. Il a acheté un truc, hein, il a surposé un truc dans sa main droite et il l'a posé après sur la table avec des anciens. C'est la transaction que les policiers attendaient. Leur indicateur n'a pas menti, ils vont pouvoir maintenant interpeller le suspect. 5 heures le lendemain matin, le commissaire Brugère et ses hommes se préparent pour l'opération. Vous leur avez montré physiquement où c'est, l'endroit où c'est? Oui. Donc c'est parti. D'après leurs renseignements, le receleur changerait souvent de domicile. Depuis quelques jours, il dormirait dans un appartement non loin de la porte d'Aix,
C'est là qu'ils vont tenter de l'interpeller. C'est qui tout double ce matin? C'est le pactole ou c'est rien? Mais rien ne va se passer comme prévu. Police! Dans l'appartement, un couple, mais pas de traces du receleur. C'est pas lui. Ah mais non! Sérieux? Non, c'est pas lui. Ah non! Est-ce que vous avez prêté votre appartement à quelqu'un pendant le ramadan? Oui. À qui? À qui? Son prénom c'est quoi? Ah c'est bon, on n'a pas faux alors. Le receleur a bien dormi ici il y a quelques semaines, mais l'homme dit ne pas savoir où il dort maintenant. En revanche, il désigne facilement une quantité de matériel informatique haut de gamme que le receleur stocke chez lui. T'as 2 écrans. T'as vu? Ces ordinateurs proviennent probablement d'un cambriolage, une belle découverte. Mais le receleur, lui, reste introuvable. Pour le commissaire Brugère, la course contre la montre a commencé. Le souci, c'est qu'à partir de là, c'est vrai que le temps joue un peu pour nous, contre nous. Le receleur est peut-être déjà au courant de l'opération de police. Le commissaire et son équipe doivent le trouver au plus vite, sinon il risque de quitter la ville. Et cette fois, c'est la chance qui va donner un coup de pouce aux policiers. Alors qu'il circule porte d'Aix, en pleine rue, il tombe soudain nez à nez avec le receleur. Attendez! L'interpellation est immédiate. Bah ouais, on a un petit coup de cul là pour une fois là, c'est énorme. Ouais. Le receleur semble plutôt coopératif. Il donne l'adresse de l'appartement dans lequel il aurait dormi la veille. Peut-être est-ce là qu'il stocke les bijoux et les objets volés qu'il a rachetés. La vague. Là, ça commence à me plaire. Les policiers s'y rendent aussitôt. Oh, bouge pas, lève tes mains. La fouille des lieux commence. Mais au bout de quelques minutes, les policiers comprennent que le suspect leur a menti. Il a pas dormi là? Il a pas dormi là? Il n'y a pas ses affaires. Il n'y a aucune de ses fringues, il n'y a pas ses tongs, il n'y a que dalle. Donc il nous cache un appart. Ouais. Aucun effet personnel du suspect sur place, et désormais l'homme s'est muré dans le silence. Pour les policiers, il ne reste plus qu'une seule possibilité pour boucler l'affaire. L'indicateur qui a livré le nom du receleur a aussi donné aux policiers une adresse. Elle se trouve seulement à 300 mètres de là. Les policiers décident de s'y rendre. L'immeuble est un vrai taudis. Au 6e étage, dans un appartement squatté, les policiers vont faire une belle prise. 2 complices du receleur et surtout des liasses de billets, des billets de 50 €. 1200. 5, 1200. 1300. D'accord. 1400. 1500 €. On est d'accord, le compte est bon? Les policiers viennent de mettre la main sur les 2 banquiers du receleur. Les taux se resserrent, l'homme commence à livrer des informations. Tu rachètes les téléphones et tu rachètes l'or et après tu revends à qui? Un mec au bled. À un mec au bled? Donc tu pars au bled avec tout et tu vends. Non. Qui c'est qui fait le voyage pour toi? C'est lui qui vient? Ouais. Donc ça veut dire qu'il stocke entre temps. Où est-ce qu'il est? Allez demander en arabe là. Où est-ce qu'il met son stock là? Il n'y a pas, c'est toujours, il n'y a pas. C'est toujours, il n'y a pas. Non, non, il y a quelque part. La fouille de l'appartement se poursuit. Mais elle ne donne rien de plus. Rien. Pas la moindre trace d'or ou de bijoux. Les hommes du commissaire Brugère n'ont toujours pas trouvé la planque du receleur. Et il ne leur reste plus aucune adresse à visiter. C'est l'impasse. Mais le commissaire n'a pas dit son dernier mot. De retour au commissariat, le receleur présumé est placé en garde à vue. Il refuse de donner l'adresse de son stock, alors le commissaire va opter pour une autre stratégie. Tous les enquêteurs sont mobilisés pour rappeler leurs indicateurs et dénicher tout renseignement utile. Il n'y a pas la voiture, il n'y a personne. Chacun active ses réseaux. Là, il nous a fait le même coup là. Et quelques minutes plus tard, la stratégie s'avère payante. L'un des hommes du commissaire obtient une adresse plausible. Il faut maintenant agir immédiatement, avant que des complices ne viennent vider les lieux. Cette fois, le commissaire va employer les grands moyens. Il a fait venir une trentaine d'hommes en renfort, notamment des policiers en tenue et les hommes de la BAC, la brigade anticriminalité. La BAC, j'aurais aimé que vous preniez les fiacres et Montaulieu. Mettez les 2 voitures de chaque côté. Car l'adresse obtenue se trouve en plein cœur de la porte d'Aix. Et les policiers le savent, dans ce secteur de Marseille, en plein après-midi, il y a foule.
Envoyer seulement quelques hommes sur place serait risqué. Ils pourraient se trouver rapidement pris à partie. Et alors les VTT, vous montez sur Saint-Charles. Et pareil, au top, vous glissez et vous rentrez dans Bon Pasteur. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Merci. Le dispositif est en place. L'opération est lancée. Pour éviter tout attroupement, il faut être rapide. L'immeuble est un vieux bâtiment marseillais assez dégradé. La porte est close et l'interphone ne fonctionne pas. Les policiers vont devoir improviser. C'est le bélier, ça. Dans une opération de flagrant délit, la loi les autorise à enfoncer la porte. 1, 2, 3. Tiens, empêche-moi. L'immeuble n'est qu'en partie habité. Mais dans l'appartement visé, cette fois, c'est le jackpot. Tout ça, rempli. Yes. Tout ça, c'est rempli. Yes. Tout ça, c'est rempli. Dans un renfoncement, les policiers ont découvert la caverne d'Ali Baba. Des dizaines de cartouches de cigarettes. Après comptage, il y en a 250. Valeur, 10 000 €. C'est un festival. Une balance de précision pour peser l'or, mais aussi des bijoux. Or blanc, ouais, on commence à trouver de l'or, donc c'est bon signe. Et même de faux papiers d'identité. Alors, là tu as des cartes d'identité, donc il doit faire aussi un trafic de... Alors on va tout vérifier, mais il doit faire un trafic de papier. C'est un supermarché de tout, hein. Le commissaire ne pensait pas découvrir pareil trésor. Un complice qui veillait sur le stock du receleur est également arrêté. Le gérant du magasin de cigarettes, entre guillemets, c'est lui. Donc on commence à refaire un peu le puzzle. Comme des trophées, les saisies du jour sont exposées sur le trottoir, en pleine rue. Une façon pour les policiers de montrer aux délinquants qu'ils occupent le terrain. Aujourd'hui, ils ont mis fin au trafic d'un des plus gros receleurs de la Porte d'Aix, un succès comme il ne s'en présente pas tous les jours. Le receleur risque jusqu'à 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. Les vols à l'arraché sont l'un des fléaux contre lequel le commissaire Brugère tente de lutter à Marseille. Mais le problème le plus grave, c'est le trafic de drogue et les violences qu'il provoque. Règlement de compte, exécution sommaire en pleine ville. Aujourd'hui, quand Marseille fait la une des journaux, c'est presque toujours pour des faits extrêmement violents, liés aux rivalités entre trafiquants. En 2012, le département a enregistré 24 meurtres liés à la guerre des gangs. Et il y en a déjà eu 15 depuis le début de l'année 2013. Des meurtres de plus en plus souvent commis à l'arme de guerre, comme les Kalachnikov. Il faut dire que le trafic de drogue est un business qui irrigue l'ensemble de la cité phocéenne. Une économie parallèle, structurée, qui génère un chiffre d'affaires colossal, jusqu'à 50 000 € par jour dans certains quartiers. Ce trafic tue, mais au quotidien, il fait vivre des dizaines de milliers de personnes. Les dealers, bien sûr, mais aussi leurs familles et leurs proches. Oula, là-dedans. Et la drogue circule aujourd'hui depuis les quartiers tenus par les trafiquants, jusque dans les rues du centre-ville de Marseille. Le Vieux-Port, ses bateaux de plaisance et ses vendeurs de poissons, c'est le Marseille de carte postale, celui que connaissent les touristes. Mais rapidement, le décor change. Dans ces ruelles étroites, à seulement 100 mètres de la Canebière, les dealers sont déjà là. Et les hommes du commissaire Brugère sont bien décidés à les déloger. Mais pour y parvenir, il faut une qualité, beaucoup de patience. Depuis très tôt ce matin, 2 policières sont installées discrètement dans un appartement prêté par un habitant. Arnaud de Caro. Ouais, vas-y. Les collègues vont se positionner sur le cours Belleveux. Depuis cette planque, elles ont une vue directe sur la rue en contrebas. Dans leur ligne de mire, un dealer présumé. Donc je répète, il a un t-shirt vert pomme, un short noir, une sacoche noire en bandoulière et des baskets noires et vertes. Donc pour l'instant, il est devant l'entrée du snack, donc il ne faut pas intervenir. Pour intervenir, les policiers ont besoin d'un flagrant délit, car un dealer ne garde jamais de drogue sur lui. Il la cache dans un stock, non loin de son point de vente. Tout l'enjeu pour les policiers, c'est de localiser ce stock. L'appareil photo permet aux officiers de police de garder une image des individus qui abordent le suspect. Et un important dispositif policier attend leur signal. À quelques rues de là, des agents en tenue se tiennent prêts à intervenir. Le commissaire Brugère, lui, se tient au prochain carrefour, en liaison permanente. Quand soudain la policière en embuscade saisit une transaction. Ouais, ça y est. Ouais, il y a une vente là, donc l'acheteur
Jean bleu, style de mocassin foncé, noir ou bleu marine. T-shirt bleu marine, il a mis le produit dans la poche arrière droite du jean. Le problème, c'est que ces dealers ont souvent un comportement imprévisible. Alors que les policiers s'apprêtaient à l'arrêter, l'homme disparaît à leur vue. Il vient de pénétrer dans un immeuble. Impossible d'agir, il a pu entrer dans n'importe quel appartement. Les policiers vont devoir attendre que l'homme réapparaisse. Quelques instants plus tard, il est de retour dans la rue. Il retourne voir le couple, donc il va y avoir une vente encore. Voilà, ben là non mais il va y avoir encore transac. L'interpellation est sur le point d'avoir lieu. Mais à nouveau, l'homme quitte son emplacement. Il entre dans un bar à chicha tout proche. Vaut mieux attendre 5-10 minutes, il va de toute façon ressortir. C'est reçu, Claro, alors on reste comme on avait dit au début, ça marche, c'est reçu. Enfin, le bon moment se présente. Ouais, s'il y en a qui sont pas loin, là, il est sorti du snack, il a traversé, donc il est en face, donc ce serait pas mal de le faire maintenant. Ouais, Christophe. Ça va taper. Ouais, j'ai compris, on y va. Ouais, il est au niveau du conducteur de la Modus. Ah, faut qu'il se dépêche, là. Faut qu'il se bouge. Ah, putain de merde. Ça y est, c'est bon. Tout de suite sur D8, vous allez voir quelles sont les techniques des policiers de Marseille pour retrouver les stocks de stupéfiants. Oh oui! Oh oui! Oh oui, ça c'est beau ça! Vous verrez également comment les trafiquants ont fait de certaines cités des territoires où règne la loi du plus fort, et comment certains citoyens essaient de leur résister, malgré les risques de représailles. Quand il a été battu à coups de barre de fer, qu'il a eu des points de suture et tout, j'ai eu vraiment peur qu'il le tue, quoi. Le problème, c'est que ces dealers ont souvent un comportement imprévisible. Alors que les policiers s'apprêtaient à l'arrêter, l'homme disparaît à leur vue. Il vient de pénétrer dans un immeuble. Impossible d'agir, il a pu entrer dans n'importe quel appartement. Les policiers vont devoir attendre que l'homme réapparaisse. Quelques instants plus tard, il est de retour dans la rue. Il retourne voir le couple, donc il va y avoir une vente encore. Voilà, ben là non mais il va y avoir encore transac. L'interpellation est sur le point d'avoir lieu. Mais à nouveau, l'homme quitte son emplacement. Il entre dans un bar à chicha tout proche. Vaut mieux attendre 5-10 minutes, il va de toute façon ressortir. C'est reçu, Claro, alors on reste comme on avait dit au début, ça marche, c'est reçu. Enfin, le bon moment va se présenter. Ouais, s'il y en a qui sont pas loin, là, il est sorti du snack, il a traversé, donc il est en face, donc ce serait pas mal de le faire maintenant. Ouais, Christophe. Ça va taper. Ouais, j'ai compris, on y va. Ouais, il est au niveau du conducteur de la Modus. Ah, faut qu'il se dépêche, là. Faut qu'il se bouge. Ah, putain de merde. Ça y est, c'est bon. L'homme est interpellé. C'est bon, interpellation en cours. Top pour l'affaire. Lâchez-moi, il a le bras cassé, c'est moi. Mais ça va, il a le bras cassé. Il faut un équipage rapidement au 38-42. C'est bon, je suis devant, Caro. Ouais, reçu. Déjà, la foule se masse aux abords de la rue. Les policiers en VTT ont pris place pour bloquer les accès et garder le contrôle de la situation. T'as vu le monde qu'il y a ? La foule, ça se rapproche à une vitesse. Maintenant, il faut aller très vite. La crainte des policiers, c'est que des complices soient alertés et que le stock de drogue ne disparaisse. La policière a repéré en particulier un homme en t-shirt blanc, dont le comportement lui semble suspect. Ouais, est-ce qu'il y a les collègues des VTT qui sont devant le 42 qui peuvent faire raccrocher là, le mec qui est en t-shirt blanc ? Putain. Fais raccrocher le mec qui a le t-shirt blanc là, il est au téléphone, je sais pas s'il prévient la famille. Il parle avec le collègue, il faut pas qu'il se serve du téléphone parce je pense qu'il le connaît. Pour les policiers, le plus dur reste à faire. Trouver le stock du dealer présumé, l'endroit où il conserve la drogue qu'il revend. Peut-être dans l'immeuble dans lequel il est entré après sa transaction. Dans la cage d'escalier, le chien semble avoir flairé quelque chose. Le suspect se met à hurler. Il est possible qu'il tente de prévenir un complice de l'arrivée de la police.
Mais dans l'appartement, la seule personne présente est sa mère. Dans la confusion ambiante, les policiers gardent en tête que c'est le stock du suspect qu'ils doivent trouver. Non, non. Le chien, il a marqué en bas dans la boîte aux lettres, vous êtes au courant? Ouais. Est-ce qu'il y en a que dans la boîte aux lettres? Je te parle. Est-ce qu'il y en a que dans la boîte aux lettres? Dans la boîte aux lettres, j'ai pas, monsieur. Il n'y en a pas ici? Quand il n'y en a plus dans la boîte aux lettres, comment tu fais? Tu remontes au champ. Monsieur, cassez pas la porte, s'il vous plaît. C'est ta faute. La porte de la chambre du dealer est enfoncée pour tenter de localiser sa cache. Donc quand le chien marque, ça veut dire qu'il y a eu trace de produits stupéfiants, on cherche. Le chien se trompe rarement en fait. Ça intéresse. Où ça? Le meuble là. Ça fout la patte au chien. Ça sent le chien. Ça sent un shit à plein de tubes là. Ah oui, putain. Jeanne, il y a quoi là-dedans? Il n'y a même pas besoin d'être un chien pour sentir. Pourtant, dans l'appartement, pas de traces de drogue. Seulement des paquets de billets de banque. Regarde là, tu vois cet argent, le chien il a marqué les billets, d'accord? C'est comme ça qu'on les trouve, donc on les saisit, d'accord? Mais on le saisit quand même. Maman, il a pris tes sous. Ce chien-là ne marque pas l'argent, il marque le stupéfiant. Donc s'il a marqué ici avec les billets, c'est que les billets ont été en contact avec les stupéfiants, ce qu'on pourra après déterminer éventuellement avec des analyses poussées. L'argent liquide est compté devant le jeune homme avant d'être saisi à son tour. 2200 €. Pourtant, les policiers en sont sûrs. Le dealer conserve forcément un stock de drogue, non loin de son point de vente. C'est dans la boîte aux lettres que le chien renifleur avait marqué que les policiers trouvent enfin ce qu'ils cherchaient. Bien sûr que non, c'est pas à toi, évidemment que c'est pas. C'est pas à moi. Non, c'est pas à toi, sûr. Ça non plus. C'est pas à toi? C'est pas à moi. Ça non plus. C'est pas à toi. Tu vas passer un mauvais moment avec nous, toi. Ça, c'est pas ce qu'il y a dans ce truc. C'est pas à moi. Tu vas apprendre à nous connaître. Du shit et de la coke. Mais ce jeune homme dit que ce n'est pas lui. De la cocaïne et quelques barrettes de cannabis. Un bon début, mais les quantités sont faibles. Les policiers pensent qu'il existe une cache plus importante ailleurs. Pendant l'interpellation, un autre groupe de policiers a perquisitionné le bar à chicha tout proche, dans lequel le dealer s'est rendu lorsqu'il était sous observation. Ils y ont découvert une grande quantité de drogue. Des barrettes de résine de cannabis. Ça, c'est des barrettes à 20 ou 30 €. Ça a été trouvé derrière le comptoir sur le compresseur. 18, 19, 20, 21, 22 et demi. Il y a là pour 600 € de résine de cannabis. Le patron du bar à chicha est aussitôt arrêté. Le fait de trouver cette drogue dans son établissement permet de le fermer immédiatement pour trafic de stupéfiants. Oui, c'est bien, ça montre que nos efforts ont payé. Qu'on n'a pas passé tant d'heures à surveiller pour rien. Et alors que les policiers s'apprêtent à quitter les lieux, une nouvelle information va faire rebondir l'affaire. Un policier a reçu un appel anonyme. Quelqu'un affirme que la mère du dealer s'est débarrassée de quelque chose, juste avant l'arrivée de la police tout à l'heure. Les collègues ont été informés que, apparemment, c'est la mère de l'interpellé. Quand elle a su que son fils était interpellé, elle a balancé sur le toit de l'immeuble un sac, donc ça peut être intéressant. La seule façon de vérifier l'information, c'est de remonter dans l'appartement. C'est Renaud. Asseyez-vous, madame, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on cherche? Un sac qui aurait été jeté par, a priori, la mère. La mère aurait jeté un sac par la fenêtre. Nous sommes au 5e et dernier étage. Il n'est pas tombé dans l'arrière-cour? L'un des hommes du commissariat se lance sur le toit. C'est au-dessus, Chris. Ah, génial. Quand soudain, Oh oui! C'est bon, il a vu. Tu veux, il y a effectivement un sac plastique sur le toit. Oh oui! Oh oui! Ah oui! Oh oui, ça c'est beau ça! Des pains de cannabis, une balance de précision et un couteau pour trancher la drogue. Un petit nécessaire du parfait dealer. Cette fois, c'est la mère du suspect qui va devoir s'expliquer. Mais sachez, c'est vous qui avez jeté ça, madame. Non. Si, madame. Vous avez été vu par un témoin, c'est vous qui avez jeté ça. Non, monsieur, Ne excusez-moi. discutez même pas, madame, ne vous excusez pas. Je suis vous aggravez votre cas. Je vous jure que j'y suis rien. Je sais même pas qu'est-ce qu'il fait. Je te crois pas. C'est pas la peine, je te crois pas. J'ai rien à voir dans tout ça, monsieur. Non, j'ai dit une voix. La mère aurait donc bien entendu les cris de son fils et tenté de cacher la drogue sur le toit.
Elle doit être entendue par les enquêteurs. Mais dans l'appartement, ses enfants en bas âge ont assisté à son arrestation. Le commissaire tente de les rassurer en leur expliquant la situation. Quel âge tu as? C'est ton frère? Et quel âge tu as toi? 3 ans. Et ça va, tu fais pas de bêtises à l'école? Non. C'est vrai? Faut bien obéir, hein. Mais pourquoi non? Parce que elle a fait quelque chose de pas très bien, donc on l'a récupéré. Il faut pas mentir à la police. Toi, t'as une tête à pas faire des bêtises, quoi. Commissaire, c'est difficile quand il y a des enfants présents. Oui, carrément, carrément. En plus, ils sont en bas âge. Là, on a récupéré tout le noyau familial, le petit frère, la sœur, la mère. Mais bon, on n'a pas le choix, hein, donc on trouve des solutions, on s'adapte. Mais c'est pas très réjouissant. Ça, c'est pas très réjouissant. Vous faites la peine? Bah, c'est mon métier. Hein. On a tous des enfants. Les enfants sont pour rien là-dedans. Hein, donc, quelque part, ils sont pris un peu en otage par la situation dans laquelle la famille se trouve. Pendant l'absence de la mère, c'est la fille aînée qui s'occupera des plus petits. Un point de vente de drogue neutralisé au centre-ville, de l'argent et des produits stupéfiants saisis, l'opération est une réussite. Fin de journée, toute la brigade est rentrée au commissariat. Dans la guerre qui les oppose aux trafiquants, les policiers ont le sentiment ce soir d'avoir gagné une manche. C'est pas tout. Merci, joli camp, monsieur. Le commissaire Brugère prend le temps de remercier chacun de ses hommes. Quand on est policier, c'est ce qu'on recherche. On recherche à attraper les voleurs, récupérer de la drogue, interpeller. C'est ça le boulot de flic, c'est ça. Donc c'est important de voir aussi ce qu'on a récupéré pour tout le monde. On voit un peu le fruit du travail collectif. Le travail collectif se mesure ce soir sur une balance. Ce sont les pains de résine de cannabis qui ont été saisis dans l'appartement du dealer. Ça passe bien au moins. On va dire 450. 570, 69, 70. 570 grammes, un peu plus de 1200 € de marchandises. Mais arrêter un petit dealer, ça ne sert pas à grand-chose. Un autre le remplacera rapidement. Alors le lendemain, les interrogatoires vont commencer avec un objectif, obtenir les aveux du dealer et du patron du bar à chicha, et surtout en apprendre le plus possible sur le réseau qui les alimente. Pour concrétiser le flagrant délit, l'équipe du commissaire Brugère ne dispose que de 48 heures. C'est la durée de la garde à vue des 3 interpellés. Le patron du bar à chicha, le dealer présumé et sa mère. Dans ce bureau, l'interrogatoire a commencé pour le patron du bar et l'homme n'est pas coopératif. Tu vas arrêter de crier dans le bureau. Vous me laissez pas parler. Moi je te dis que tu vas arrêter de crier. Tu as compris? Le gardé à vue est très agité. Ce qui l'inquiète le plus, c'est qu'à l'extérieur, on puisse penser qu'il coopère avec la police. Je ne vais pas balancer les gens, c'est pas une balance. Je ne vais pas balancer les gens, je vous dis je sais pas. Après c'est vous qui savez. Je sais pas, je sais pas. Je veux pas balancer, c'est une autre chose. Marqué je veux pas balancer alors. Marqué je veux pas parler, c'est tout. Je veux pas parler, c'est pas je veux pas balancer, je veux pas parler. Vous savez très bien, la vérité, ce qu'il y a en moi. Ça existe des gens qui ne savent pas. Parler. Après déjà je veux pas parler, j'ai peur des représailles. C'est tout. Pourquoi tu le dis pas? Parler, je veux pas parler, c'est tout, chef. Dans une ville comme Marseille, tout se sait très vite. La peur des représailles met en panique le propriétaire du bar à chicha. Son interrogatoire tourne au dialogue de sourds avec l'enquêteur. À quelques mètres de là, l'audition du principal mis en cause, le dealer, a commencé elle aussi, en présence d'un avocat commis d'office. Face aux questions des policiers, le jeune homme essaye de minimiser la gravité de ses actes. Est-ce que tu vends de la drogue? Je vends des gens que je connais. Oui, je vends, mais que à des gens que je connais. Quel genre de drogue tu vends? Qu'est-ce que tu vends comme drogue? Il existe de nombreuses sortes de drogues, je souhaiterais savoir ce que tu vends comme drogue. Je peux pas montrer ce que vous avez contre moi. Non. Je te pose des questions. Ça va être laborieux, ça va être longue cette audition. Ouais. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et tu ne piégeras pas de cette façon. Nous on t'a piégé, nous on t'a mis dedans. Tu as voulu jouer, c'est bien. Ça a marché un moment, ça t'a permis de ramener pas mal de choses. Et ça t'a permis d'améliorer beaucoup le quotidien à la maison. Maintenant tout ça c'est fini. Donc je te demande quel genre de drogue tu vends. Ça dépend. Si quelqu'un a besoin de ça, je fais ça sur le casino et je reviens.
Les quartiers nord, ce sont les cités du nord de la ville, la plaque tournante du trafic de drogue à Marseille. Du shit. Voilà, ça c'est une repose. En réalité, cet aveu ne coûte rien au jeune homme. Lors de la fouille de son domicile, les policiers ont déjà trouvé de la bœuf, c'est-à-dire de l'herbe, les feuilles séchées de cannabis, et du shit, de la résine de cannabis présentée en barrette. Mais il y avait plus grave. Souvenez-vous, dans la boîte aux lettres de la famille, ils ont également retrouvé des paquets de cocaïne. Un trafic qui pourrait aggraver le cas du dealer. Est-ce que tu as déjà vendu autre chose que de la bœuf et du shit? Pardon? Oui, à part hier. Donc tu veux dire que hier c'était la première fois que tu avais de la coke à vendre? Mais à peine a-t-il fait ce lourd aveu que le jeune homme semble se sentir mal. Oui, dis-moi. Tu te sens mal? Tu te sens mal? C'est-à-dire? Il qui va tomber, tu devrais le tenir parce qu'il est en train de faire un malaise. On va arrêter l'audition, quand on va venir les pompiers, et on reprendra après. Alors je... Dans ce genre de cas, les policiers n'ont pas le choix. Ils doivent interrompre l'interrogatoire. Notre individu qui a des soucis de toxicomanie, il doit avoir un peu l'effet de manque qui joue, mais je pense aussi qu'il en rajoute un peu, qu'il est en train de simuler un malaise, puisque lorsque les interpellés malheureusement sont malades ou sont souffrants, on est obligé de mettre fin à leur audition, voire à leur garde à vue, pour les transférer à l'hôpital. C'est une stratégie pour gagner du temps, dont ils ont connaissance et qu'ils n'hésitent pas à employer lorsqu'ils sentent que le vent est en train de tourner pour eux. Donc là, je pense qu'il y a une petite part de vrai dans son malaise, mais je pense qu'il y a aussi une grosse part de simulation. Toxico en manque ou dealer qui cherche à gagner du temps, les policiers ne prennent aucun risque. Le jeune homme va se reposer quelques heures en cellule. L'audition de la mère du dealer s'avère tout aussi complexe. Les policiers ont pris leurs renseignements. Sa seule ressource est le RSA, elle est veuve et ses enfants ne travaillent pas. Or, d'après l'enquête, la famille semble vivre bien au-dessus de ses moyens. Peut-être est-elle au courant des trafics de son fils aîné. Interrogée en présence de son avocate commise d'office, elle nie toute implication. Est-ce que vous saviez que votre fils, il vendait de la drogue? Pas du tout. Je vous entends pas. Je savais pas. Je savais pas. Vous savez s'il gagne de l'argent, votre fils? Il gagne pas du tout d'argent ou vous savez pas? Je sais pas. J'ai jamais vu mon fils avec l'argent. Est-ce qu'il travaille en ce moment, madame? Non, il travaille pas. Vu son âge, il ne perçoit aucun revenu. Il touche pas d'ACDIC, ni de RSA. Il est trop jeune. Saviez-vous que cette drogue se trouvait sur votre toit? Non, pas du tout. La seule accusation que les policiers peuvent porter est celle d'avoir dissimulé le sac plastique. La mère aurait caché la drogue sur le toit. Mais le témoin qui a renseigné les policiers à ce sujet est un témoin sous X, c'est-à-dire un témoin anonyme. Cela risque de ne pas être suffisant face aux dénégations d'une mère de famille. Alors le directeur de l'enquête va utiliser une ruse pour la convaincre d'avouer sa complicité. Madame, pouvez-vous prendre ça à la main et me le rendre, s'il vous plaît? Prenez-le à la main, c'est un sac plastique. Prenez-le à la main et vous me le rendez. Je vais vous expliquer, je vais expliquer à votre avocat. C'est pour vous montrer quelque chose. Voilà, vous l'avez à la main, vous me le rendez. La surface sur laquelle vous avez posé vos mains sur le sac plastique, si j'y fais faire un prélèvement par la police technique et scientifique, nous allons retrouver des traces d'ADN. D'après vous, si nous faisons effectuer des prélèvements d'ADN sur les sacs plastiques que nous avons récupérés sur le toit hier, lorsque nous sommes venus chez vous, est-ce que vous pensez que sur ces sacs, on risque de trouver votre ADN? Je sais pas. Est-ce que vous pensez que ces sacs, vous avez pu les tenir à la main? Mais monsieur, j'ai rien à voir dans tout ça. Moi, j'ai jamais touché ces sacs, je les ai pas vus chez moi. Je les ai pas vus chez moi, il n'y a pas de sacs, des trucs comme ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ces sacs. La mère continue de nier. Alors inlassablement, le policier va répéter son argument principal, le témoignage sous X. Il sait que c'est parfois à l'usure que les suspects finissent par céder. La première fois que vous avez vu ces sacs, madame? Hier, un témoin qui restera anonyme. Il vous a vu, vous, jeter des sacs plastiques blancs et un couteau
sur le deuxième pan de toiture qui surplombe votre appartement, endroit même où mon collègue, hier, les a découverts. Donc est-ce que c'est vous qui avez jeté les sacs plastiques sur le toit? Réfléchissez bien, me parlez, madame. Vous voulez sortir? 2 minutes. La démonstration du policier a-t-elle fait réfléchir la mère? Toujours est-il qu'après quelques minutes en tête-à-tête avec son avocate, elle va enfin accepter de parler. Je vous fais la question simple, donc je vous repose la question. Est-ce que vous avez jeté sur le toit les sacs? Quand je vous ai vu monter, j'ai fouillé, j'ai trouvé des sachets. Je les ai balancés. Vous avez paniqué, vous avez balancé ça sur le toit, c'est ça? Pour cet aveu, la mère peut être poursuivie pour complicité de trafic de drogue. Elle risque la même peine que son fils, 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. 1 heure après son malaise, le dealer a été ausculté par les pompiers. Il a apparemment retrouvé toute sa santé. Grâce à ses propres aveux et à ceux de sa mère, les policiers estiment qu'ils ont d'ores et déjà de quoi l'envoyer devant le procureur. Ils se permettent même une pointe d'ironie sur le malaise de la veille. Par contre, tu nous diras à quel endroit tu comptes te jeter par terre et faire encore le cinéma qu'on fasse un peu le ménage avant. D'accord? Pour les hommes du commissaire Brugère, le dossier est bouclé. Depuis notre tournage, l'affaire a été jugée en comparution immédiate. Le dealer de 19 ans a été condamné à 3 ans de prison ferme. Sa mère a été condamnée à 1 an ferme pour complicité de trafic de drogue. Mais le juge d'application des peines l'a laissé en liberté au nom de sa situation de mère de famille. Le gérant du bar à chicha, lui, a été placé sous contrôle judiciaire. Il a suffi de 48 heures pour éradiquer un point de vente de stupéfiants. En cette période où Marseille fait la une toutes les semaines pour ses faits divers, un succès comme celui-là mérite un peu de publicité. Monsieur le chef d'état-major. Le directeur de la sécurité publique de la ville, Pierre-Marie Bourniquel, est venu féliciter les hommes de la brigade pour l'arrestation du dealer. Et devant notre caméra, il en profite pour faire passer un message, celui de la fermeté. Nous, on est des policiers, on est des flics, on est là pour contrôler, interpeller, arrêter, mettre à disposition de la justice. Moi, j'ai pas peur du terme répression, je le revendique. Mais l'ampleur de la tâche est énorme. Selon les estimations, le trafic de drogue à Marseille générerait aujourd'hui un chiffre d'affaires évalué entre 400 et 500 000 € chaque jour. Si les violences débordent aujourd'hui sur les quartiers centraux de la ville, les policiers le savent bien, c'est depuis les cités que tous les trafics s'organisent. C'est l'une des particularités de Marseille. À l'intérieur même de la ville et proche de son centre, 150 cités s'étendent sur des kilomètres alentours. 40 d'entre elles, au moins, sont considérées par les forces de l'ordre comme des lieux de deal. Comme par exemple la Castellane, la Caillole, Herbel, les Micocouliers, les Cèdres, les Bleuets, Bassins ou le Plan d'Aou. Depuis des années, les policiers y multiplient les descentes pour tenter de stériliser le trafic. Une guerre de harcèlement qui s'avère finalement peu efficace, car sitôt une bande mise hors d'état de nuire, une autre prend le relais. Ces cités sont devenues le creuset de tous les maux de la ville. Et si Marseille est la ville de France qui possède le plus grand nombre de cités, parfois très proches du centre-ville, c'est en grande partie pour des raisons historiques. Car vous allez le voir, lors de leur construction, on les a souvent bâties vite et mal, en situation d'urgence. Tout a commencé dans les années 60. Marseille est une ville qui s'est mal remis des bombardements de la Deuxième Guerre. Les quartiers les plus anciens du centre-ville, comme le Panier, sont devenus insalubres. Certaines habitations sont des taudis. Des bidonvilles sont apparus. Alors un grand plan de rénovation va être lancé. La ville se couvre de chantiers. On démolit. On rénove. Le secteur du bâtiment a besoin de milliers d'ouvriers. C'est l'époque où par bateau entier débarquent les premiers immigrés venus du Maghreb. Ils fourniront une main-d'œuvre bon marché. Mais voilà, il faut les loger. Alors on construit dans la précipitation les premières cités sur les hauteurs de la ville. On les appellera les quartiers nord. Ces cités sortent de terre dans l'urgence. On construit beaucoup, des tours, des bars, et ce n'est que le début. En 1962, l'indépendance de l'Algérie pousse dehors plus de 800 000 pieds noirs.
La moitié d'entre eux arrivent par Marseille, par avion, par ferry, avec femmes et enfants. Plus de 150 000 s'installeront durablement dans la ville. Il faut loger une armée de sans-toit. Alors dans les années 60 et 70, on va construire à nouveau, très vite. En mettant à leur disposition un bloc d'immeubles en construction dans la banlieue de Marseille, le gouvernement s'est appliqué à parer au plus pressé. Dans ces zones, qui étaient jusque-là rurales, d'énormes bâtiments de béton apparaissent, des cités souvent closes, fermées sur elles-mêmes, des villes dans la ville. De futurs ghettos, qui partant de crise et de chômage, vont devenir un repère idéal pour les trafiquants, 40 ans plus tard. Aujourd'hui, plus de 300 000 personnes vivent dans les cités de Marseille. Ceux qui en avaient les moyens sont partis vers des horizons plus souriants, et la pauvreté est restée seule sur place. Dans ces quartiers, le taux de chômage bat des records, plus de 40% par endroit. Et les trafics en tout genre sont devenus une économie parallèle qui génère chaque année des millions d'euros et permet à de nombreuses familles de survivre. Du coup, les dealers se sont appropriés ces territoires et la police n'y pénètre qu'avec prudence pour des opérations coup de poing. Bloc, tu es placé en garde à vue pour des faits de trafic de stupéfiants. Pour la seule cité de la Castellane, par exemple, le trafic de cannabis rapporterait 50 000 euros par jour. Alors depuis un an, le ministère de l'Intérieur a déployé de nouveaux moyens pour tenter de mettre un terme à la criminalité galopante. Aux 3200 policiers déjà présents à Marseille, se sont ajoutés plus de 300 hommes. Un hélicoptère de la gendarmerie survole désormais les cités quotidiennement, à très haute altitude, de jour comme de nuit, équipé de caméras infrarouges. Grâce à ces caméras, en toute discrétion, les policiers marseillais observent les trafiquants. Ils étudient leurs réseaux, des réseaux parfaitement structurés. Tout ça, c'est quand même bien organisé, bien hiérarchisé. C'est pas quelque chose de complètement anarchique. On est sur des personnes qui ont des rôles définis, des rôles de guetteurs, des rôles de vendeurs, des rôles de gérants d'un plan, c'est-à-dire d'un point de vente. Tout ça pour des têtes de réseau, avec une rémunération qui est prévue, faite aux guetteurs, aux charbonneurs. Donc le charbonneur étant celui qui vend au gérant du plan, avec la prise en compte notamment du repas, tout ça. On a vraiment à faire. Ils ont des pauses déjeuner, des tickets restaurants. Exactement, il n'y a pas de tickets restaurant, mais on a effectivement pris en compte le sandwich du midi, le kebab de midi comme il était indiqué, qui leur est défrayé pour pouvoir assurer la continuité du plan, puisqu'on est sur des plans qui marchent H24. Un guetteur, il peut gagner entre 70 et 80 euros par jour. Le vendeur, ça peut aller jusqu'à 150 à 200, 300 euros par jour. Et ensuite, on monte. Celui qui est vraiment le plus gagnant dans l'organisation, c'est la tête de réseau. Si les trafiquants se jouent aisément des forces de l'ordre, c'est parce que les lieux de deal sont nombreux, proches du centre-ville et simples d'accès. Rien de plus facile pour les acheteurs que de se rendre dans ces supermarchés de la drogue et repartir avec une barrette de résine de cannabis. Alors comment fonctionne le deal et le trafic de l'intérieur? Nous en avons fait nous-mêmes l'expérience. Le quartier de la Belle de Mai, à la frontière des quartiers nord. Nous tournons en caméra cachée. Et dès l'entrée, on s'aperçoit qu'ici, acheter des stupéfiants est d'une très grande facilité. Tu sais où est-ce que je peux acheter à fumer ici? Non, vous allez tout droit là. Ouais. Et la première à droite. Excuse-moi, est-ce que tu sais où est-ce que je peux acheter à fumer ici? L'autre 42 à droite. Tout de suite sur D8, vous allez voir comment les dealers ont transformé certaines cités marseillaises en marché de la drogue à ciel ouvert. Il y a moyen d'acheter quelque chose ou pas? Tu veux pas du shit? Vous verrez également que pour enrayer le trafic de stupéfiants, les forces de l'ordre appliquent désormais une nouvelle stratégie. Elle est baptisée « Approche globale ». Exceptionnellement, nous avons pu filmer de l'intérieur une opération coup de poing sur l'une des cités les plus chaudes de Marseille. Allez, bougez pas, mettez la main derrière le dos. Prenez-moi la main. Si les trafiquants se jouent aisément des forces de l'ordre, c'est parce que les lieux de deal sont nombreux, proches du centre-ville et simples d'accès. Rien de plus facile pour les acheteurs que de se rendre dans ces supermarchés de la drogue et de repartir avec une barrette de résine de cannabis. Alors comment fonctionne le deal et le trafic de l'intérieur? Nous en avons fait nous-mêmes l'expérience. Le quartier de la Belle de Mai, à la frontière des quartiers nord. Nous tournons en caméra cachée.
Et dès l'entrée, on s'aperçoit qu'acheter des stupéfiants ici est d'une grande facilité. Tu sais où est-ce que je peux acheter à fumer ici? Voilà. Tout droit là. Ouais. Et la première à droite. Excuse-moi, est-ce que tu sais où est-ce que je peux acheter à fumer ici? Dans 42 à droite. Salut les man. On m'a dit qu'il y avait de quoi fumer ici. Il y a moyen d'acheter quelque chose ou pas? Tu peux pas du chez. Un truc bien quoi. T'as de la weed? 2 dealers sont installés ici. Un simple matelas leur sert de comptoir improvisé. Ça c'est vrai? Ouais, c'est des pochons de vin de shit de bleu. C'est ça, c'est un pochon de vin. Ouais, je vous embête pas plus longtemps. Si merde les mains. Des dealers qui se livrent en toute impunité au trafic de drogue. C'est un tableau devenu banal à Marseille. Mais pour les habitants des quartiers, c'est une situation de plus en plus difficile à vivre au quotidien. Nous nous rendons à Fontvert, dans les quartiers nord. Nora Preciosi est adjointe au maire de Marseille. Issue d'une famille de 13 frères et sœurs, c'est une enfant des quartiers. Elle a grandi ici et elle a vu petit à petit son environnement se dégrader au fil des ans. Bonjour, ça va? Tu vas bien et toi? Ta mère, ça va, la famille? Notre caméra attire les regards et il n'est pas forcément bien vu ici de parler aux journalistes. Mais Nora est chez elle, pas question de se laisser impressionner par les provocations de quelques jeunes qui la toisent du regard. Qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème? C'est la joue voyou, là. Mais qu'est-ce que je m'en fous? Tu crois que j'ai peur? J'ai pas peur, moi. C'est-à-dire? Ben, il me fait... Le mec, là. Et en plus, il est même pas de la cité. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Comme de nombreuses familles ici, celle de Nora a été touchée par la violence des règlements de compte qui secouent régulièrement la cité phocéenne. Ah ben, ici, il y a eu 3 règlements de compte, même si c'est pas 4. Et j'ai un neveu, je veux pas trop en parler, mais il a été tué juste là. Voilà, là, il a été tué, mon neveu, là. Je peux pas aller là-bas, hein, Voilà, juste là. Là, ça fait 1 an. Là. Le 5 avril 2012, le neveu de Nora, Ilias, 25 ans, a été abattu au volant de sa voiture en plein centre de la cité, à 2 pas de chez lui. Un guet-apens. Ses assassins ont bloqué le véhicule et ne lui ont laissé aucune chance. En fait, là, il y a les 2 barrières, là. Et ils avaient mis une barrière comme ça aussi. Ça fait quand il a voulu faire marche arrière, il n'a pas pu, il a été coincé. La police enquête toujours sur cet assassinat. La victime est soupçonnée d'avoir appartenu à un réseau. Les enquêteurs privilégient la piste d'un règlement de compte en relation avec le trafic de drogue. Pour Nora Preciosi, le constat est simple. Les cités sont aujourd'hui complètement gangrénées par le trafic de stupéfiants. Vous avez des gens qui en vivent ici. Vous avez des gens qui en vivent. Et vous avez des réseaux. Vous en avez. Vous en avez. Voilà. Tout ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a la mort après. C'est ça, moi, mon neveu. Peut-être qu'il a été pris par un groupe de jeunes à savoir ce qu'ils lui ont fait. Et puis voilà. À la cité Fontvert, comme dans tous les blocs alentours, le système mafieux s'est installé et impose sa loi. Il offre à des jeunes sans emploi la possibilité de gagner beaucoup d'argent facilement. Alors que nous traversons la cité, nous apercevons un groupe de jeunes au bas d'un immeuble qui nous observe. Nora nous le confirmera, ce sont des guetteurs, des choufs comme on les appelle. Ils ont entre 14 et 17 ans et ils sont payés jusqu'à 50 € par jour pour alerter les revendeurs de drogue. C'est une patrouille de police s'aventure jusqu'ici. Nora nous met en garde. Ouais, ça va. Ok. Ne les filme pas trop là-bas, hein? Ils n'aiment pas les caméras ici, hein? C'est facile à celui qui va venir acheter. Le bourgeois qui va venir acheter son pétard, c'est pour se mettre à l'aise dans la société. Mais le petit qui vend, c'est la mort au tournant. Toutes ces mères là qui perdent leurs enfants, il faut les soutenir, il faut faire quelque chose. C'est pas possible. On ne peut plus vivre dans la peur et dans cette société. Cette peur est entretenue par les trafiquants. Elle permet à leur business de prospérer et pèse comme une menace contre quiconque s'y oppose. Pourtant, certains ont décidé de combattre le règne du deal. Il ne s'agit pas de policiers, mais de simples citoyens, particulièrement déterminés. Dans la cité voisine, Saint-Barthélemy, Céline est une mère de famille qui a osé s'opposer aux trafiquants. Elle s'est battue sans relâche pour sortir son fils des griffes des dealers. Son garçon avait rejoint un réseau qui trafiquait juste sous les fenêtres de son appartement.
Où est-ce que ça se déroulait? Ici, juste là, Juste en bas de chez lui. en bas de mes fenêtres. Depuis, les dealers se sont déplacés. Ils sont 20 mètres plus loin. Il est un peu plus en retrait vers là-bas. Un peu plus en retrait. Mais on peut pas y aller, c'est trop... Non, c'est trop risqué. Le fils de Céline avait tout juste 15 ans quand il est entré dans une bande de revendeurs de résine de cannabis. Comme le veut la règle, il a débuté comme simple guetteur. Il a commencé par le chouf. Alors le chouf, le chouf veut dire regarde en arabe. Et en fait, donc quand on fait le chouf, on fait le guet pour voir si les voitures de police arrivent et tout. Donc après, il a grimpé de grade, on va dire. Du chouf, il est passé au charbon. Le charbon, c'est la vente. Céline a senti que son fils était pris dans l'engrenage. Alors elle est allée voir les dealers et elle les a implorés de laisser partir son garçon. Mais dans les cités de Marseille, on n'échappe pas au réseau aussi facilement. Non seulement les trafiquants sont restés sourds à ces demandes, mais pour couper court à tout échappatoire, ils ont répondu avec leur langage, la violence. Quand il a été battu à coups de barre de fer, qu'il a eu des points de suture et tout, j'ai eu vraiment peur qu'il le tue, quoi. La bande est même allée jusqu'à s'en prendre directement au domicile de Céline pour l'intimider. Ici, j'ai eu un impact de balle. Donc j'ai cassé la vitre et je l'ai enlevé. Et vous avez fait la même chose un peu partout dans votre appartement? Voilà, oui. Dans ce genre de cas, la plupart des maires de la cité sont bien obligés d'avouer leur impuissance. Mais Céline, elle, a pris une décision surprenante. Elle s'est rendue au commissariat pour dénoncer son fils. Elle s'est dit qu'en le faisant arrêter, au moins, elle l'éloignerait de l'emprise des dealers. Mais là encore, elle s'est heurtée à un mur. Je suis allée à la brigade des stupes. J'ai expliqué que mon fils était dans le réseau. La police m'a dit « Madame, débrouillez-vous, votre fils a le QMR2 ». Donc j'ai demandé de l'aide à la police et la police m'a dit « Débrouillez-vous avec eux ». Alors Céline a décidé de ne plus compter que sur elle-même. Elle a mené son enquête et elle a répertorié les identités de tous les membres de la bande. Puis, armée de ces informations, elle a fait ce que personne ici n'ose jamais faire. Elle est allée voir directement le chef du trafic, le caïd. J'ai fait pression au gérant en disant voilà, je veux que tu sortes mon fils de là, sinon tu vas plonger, quoi. Ouais, de toute façon, c'est pas une femme qui va m'impressionner et tout. J'ai dit, mais tu n'as pas une femme devant toi, tu es une mère de famille. Tu sais pas qu'une mère de famille est capable de crever pour son gosse et de sortir toute griffe dehors. Chose rare, face à la détermination de Céline, les caïds ont cédé. Céline n'a plus jamais entendu parler d'eux. Son fils est parti vivre loin de Marseille, à l'écart des fréquentations qui ont failli lui coûter la vie. Une histoire qui finit bien, mais rares sont les histoires comme celle-là dans les quartiers. Dans la cité phocéenne, les femmes qui ont perdu un fils, un neveu ou un proche victime du trafic de drogue se comptent désormais par dizaines. En mai dernier, c'est avec l'énergie du désespoir que certaines de ces mères, qui pleurent leurs enfants assassinés, ont défilé dans la ville. Monsieur le Président Hollande, on a voté pour vous, s'il vous plaît, aidez-nous! Aidez-nous, s'il vous plaît! Parmi elles, Baya Sideki. Son fils était un gamin des cités comme il y en a des milliers ici à Marseille, un gamin victime de la guerre des gangs. Faut arrêter tout ça. Alors maintenant, moi j'appelle les mamans, à toutes les mamans, sortez dans la rue, battez-vous pour vos enfants, ne laissez pas faire tout ça. Nos enfants, c'était pas des bandits, c'est pas des caïds, c'est pas des mafieux, hein? C'est des petits jeunes perdus. Des petits jeunes qui attendent un boulot, des petits jeunes à qui on a promis du travail et tout, il n'y a rien, on les laisse pourrir dans les quartiers nord de Marseille, parce qu'on dirait que les quartiers nord de Marseille n'existent pas, on dirait que les quartiers nord de Marseille, il n'y a pas dans la carte de Marseille les quartiers nord. Le 15 mars 2013, Nabil, le fils de Baya, a été assassiné de façon particulièrement violente. Le corps du jeune homme a été retrouvé dans le coffre d'une voiture calcinée, non loin de la cité Fontvert où il habitait. Nabil venait tout juste d'avoir 19 ans. On nous les brûle, on laisse même pas quelque chose pour les voir, pour les tenir, pour les embrasser une dernière fois. Pourquoi comme ça, pourquoi ce massacre? Tué puis abandonné dans la voiture à laquelle on a ensuite mis le feu, un mode opératoire devenu classique à Marseille. Ici on appelle ce genre de meurtre un barbecue.
L'incendie du véhicule permet aux assassins d'éliminer toute empreinte et toute trace d'ADN. Une quinzaine de meurtres associés au trafic depuis le début de l'année. Comment stopper cette criminalité qui, comme une épidémie, gagne chaque jour un peu plus la ville? Quelle réponse pour qu'enfin la paix revienne dans les quartiers? C'est une préoccupation qui remonte désormais jusqu'au plus haut sommet de l'État. Enjeu numéro 1 pour les autorités, réinstaller le pouvoir et la loi à Marseille. Ce jour-là, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a fait le déplacement. Face à la spirale de la violence, le ministre veut affirmer haut et fort qu'il ne reste pas inactif. Nous gagnerons ce combat contre la délinquance pour redonner à Marseille tous les atouts pour son développement. Depuis bientôt un an, les forces de l'ordre ont mis en place une nouvelle stratégie. Elle porte un nom, l'approche globale, une méthode quasi militaire. Une action coup de poing qui cible un quartier sur une période de 30 jours à travers une mobilisation policière massive. Une stratégie de guerre qui en quelques mois a déjà été utilisée dans 18 cités marseillaises. Objectif, asphyxier les trafiquants et les pousser à quitter les cités. Alors comment fonctionne cette nouvelle méthode policière? Est-elle aussi efficace que le ministre le promet? Exceptionnellement, nous avons eu l'autorisation de filmer de l'intérieur la préparation et le déroulement d'une de ces opérations d'envergure dans une cité marseillaise. Vous allez voir que derrière le déploiement de forces spectaculaires, c'est toute la complexité et la violence des rapports de force dans la ville de Marseille qui apparaît. Jusqu'à la dernière minute, le quartier ciblé a été tenu secret. À Marseille, la moindre fuite pourrait mettre en péril le travail des policiers. Le jour dit, nous avons rendez-vous dans les quartiers sud de la ville, entre la célèbre prison des Baumettes et les magnifiques calanques de Sormiou. C'est la cité de La Cayolle qui sera dans les jours à venir la prochaine cible des forces de l'ordre. La Cayolle est un îlot de pauvreté, une enclave où les policiers n'interviennent que très ponctuellement. Mais aujourd'hui, à quelques mètres de l'entrée de la cité, les forces de police se tiennent prêtes. La méthode est toujours la même. Avant d'intervenir en force, les policiers vont cibler un trafiquant de stupéfiants. Leur cible est un dealer déjà connu des services de police. Il vient d'être repéré dans la cité. Dans la description, c'est un jeune habillé tout en noir, t-shirt noir, manches courtes avec description blanche devant, et un pantalon noir ou bleu marine avec des bandes blanches et un pantalon retroussé. D'accord? Ouais, c'est parti. Il faut agir vite pour profiter de l'effet de surprise. Dis-lui qu'il faut taper là. Ouais, tape tout de suite. Ouais, Christophe de Valérie, il faut taper. Vous l'avez vu? Le dealer peut tenter de s'échapper. S'il prend la fuite dans la cité, les policiers ont peu de chances de le retrouver. Mais l'homme ne s'attendait pas à pareil déploiement de force. Il est facilement interpellé. Dans sa sacoche, une dizaine de sachets d'herbe, prêts à la vente. Par rapport à ce qu'on s'attendait, on a un peu de produit, c'est déjà pas mal. Et à force de se faire péter, généralement ils n'ont plus de grosses quantités sur eux, ils cachent un peu partout. C'est le jeu du petit poussé, il faut trouver. L'arrestation du dealer permet de passer à la deuxième phase de l'opération. Les policiers et leurs chiens renifleurs se déploient maintenant dans tout le quartier. Au milieu des habitants surpris, les policiers passent les environs au peigne fin. Voitures, maisons, parking et le moindre bosquet. C'est souvent dans ce genre de cache très simple que les trafiquants dissimulent leur drogue. Il est dans le... Il y a un peu d'herbe, trois pochons de coke et des barrettes de résine. Et de la coke, c'est déjà pas mal. De petites quantités de stupéfiants, disséminées un peu partout par les dealers. Pas grand-chose, 2-3 barrettes et des sachets de conditionnement. À l'arrivée de la police, ils ont préféré se débarrasser de la drogue qu'ils avaient sur eux. Une technique classique. Ils savent qu'être arrêté en possession de drogue peut valoir jusqu'à 1 an de prison et 3 750 € d'amende. C'est justement ce qui risque d'arriver à cette jeune femme. Elle a été arrêtée chez elle avec quelques barrettes de cannabis. Parce que la fille, c'est elle qui l'a acheté, donc elle est placée en garde à vue. D'accord, placée en garde à vue, il faut qu'elle me justifie la provenance de ce véhicule. Tout à fait. Garée dans l'allée de la maison, une voiture de luxe d'une valeur de plus de 20 000 €. Aux yeux des policiers, il est surprenant que la jeune femme ait les moyens de s'offrir pareil véhicule.
Ce commissaire la soupçonne de l'avoir acheté avec de l'argent sale. Donc on a un véhicule qui est manifestement un véhicule de luxe et qui ne correspond pas du tout avec le train de vie des habitants. Donc on va essayer d'établir une procédure de non-justification de ressources. Ça commence à s'agiter. Dans la cité, la tension monte. Les habitants sont de plus en plus nombreux dans les rues, gênant les opérations. Les esprits s'échauffent. Les policiers ne vont pas s'attarder plus longtemps. D'autant que l'objectif de cette première journée est atteint, avec 2 personnes interpellées et des stupéfiants saisis. Ouvre-le, il fait chaud. Ouvre-le, il fait chaud. Arrêtez de filmer là. Les choses sérieuses, en réalité, commenceront le lendemain, car c'est toute la particularité de ces opérations approche globale. Pendant 1 mois, tous les jours, les forces de l'ordre ne vont plus quitter le quartier. Deuxième jour de l'opération sur la Cayolle. Au commissariat central de l'évêché, tous les grands patrons sont présents. Le préfet de police, le directeur de la sécurité publique et les 3 commissaires en charge de l'approche globale de la Cayolle. Les consignes sont très claires. De ce qui rentre et de ce qui sort. Inutile de vous dire que l'objectif aujourd'hui, c'est de contrôler à tout va et d'interpeller dès qu'il y a lieu. Allez, bonne chance. Au deuxième jour, les opérations passent à la vitesse supérieure. La cité de la Cayolle va voir débarquer désormais des moyens humains et logistiques impressionnants. 150 hommes mobilisés, dont une compagnie de CRS. Des motards pour intercepter d'éventuels délinquants en fuite. Et même un hélicoptère qui filme et guide en temps réel les policiers sur le terrain. D'ordinaire, dans la cité, les délinquants sont chez eux. Mais en quadrillant le terrain, les forces de l'ordre veulent reprendre le pouvoir. Elles vont fouiller chaque recoin du quartier. Le commissaire Kevin Roche et ses 30 hommes font partie des forces qui ont investi la cité. Ils viennent d'interpeller un homme recherché depuis longtemps pour plusieurs vols avec violence. C'est quelqu'un qu'on est content d'avoir récupéré. Sans la présence massive des policiers, intervenir ici aurait été difficile. C'est le cas également dans les endroits obscurs comme les caves et les parkings. Des endroits où le plus souvent on retrouve les véhicules volés. Alors elles n'étaient pas là il y a 2 jours, elles ont été signalées, c'est quand il y a un week-end, sur un mariage, sur un cortège de mariage, ils faisaient les imbéciles avec. Des motos volées, mais ce n'est pas tout. Juste à côté, une arme de gros calibre. Dans ce renfoncement, on vient de découvrir un fusil à pompe. Moto, fusil à pompe et même un gilet pare-balles, le parfait attirail du braqueur. Elle sera plus en circulation. Donc on est content d'être tombé dessus. À Marseille, dans les cités, il y a de plus en plus d'armes lourdes en circulation. Les trafiquants n'hésitent plus à les utiliser dans leur règlement de compte. Et la présence policière n'empêche pas les violences. Ce jour-là est d'ailleurs une journée noire. Le matin même, un Marseillais de 24 ans a été exécuté par un commando de 4 hommes à La Ciotat. Et à l'instant même, pendant l'opération, on apprend un 2e assassinat dans les quartiers nord. J'ai entendu sur les ondes qu'on avait été alerté pour aussi un règlement de compte au niveau du 13e arrondissement. Donc voilà, pour l'instant, je n'en sais pas plus. La victime a été mitraillée à bout portant dans sa voiture par 2 hommes à moto. Le fait divers aura d'autant plus de retentissement dans les médias que la victime, Adrien Anigo, 30 ans, était le fils du directeur sportif de l'OM. Ce règlement de compte est le 15e depuis le début de l'année à Marseille. Et les opérations coup de poing menées par la police n'y sont peut-être pas pour rien. Le préfet, Jean-Paul Bonnetin, suit minute par minute les opérations sur le terrain. Et selon lui, les descentes de police répétées depuis 1 an ne sont sans doute pas étrangères au regain de violence entre les gangs. Les saisies de drogue et d'argent créent des problèmes, créent des tensions. Une interpellation, une incarcération d'un trafiquant de stupéfiants donne envie à d'autres de prendre la place. Donc oui, il est clair que nos opérations sont de nature à déstabiliser le trafic. Et qui dit déstabilisation peut dire parfois exacerbation des tensions entre bandes rivales. Dans la cité de la Cayolle, les opérations se poursuivent. L'approche globale ne se limite pas à la police. Appuyés par les forces de l'ordre, d'autres services d'État sont mobilisés. Les douanes, mais aussi l'URSSAF et les services sociaux. Des services qui pénètrent à nouveau dans un quartier où, bien souvent, plus aucune loi, plus aucune règle ne s'applique comme ailleurs. Kevin et ses hommes escortent maintenant une équipe de la répression des fraudes. Ces fonctionnaires ont pour mission de contrôler les restaurants du département, mais ils n'osent jamais s'aventurer dans la cité d'habitude. Le gérant de cet établissement ne s'attendait pas à pareille visite.
Pas le visage. Ah, mais voilà, pas le visage. Il n'y a jamais eu aucun contrôle dans ce restaurant. L'état des cuisines n'est clairement pas en accord avec les normes sanitaires. Il y a des moisissures sur les frigos. Ça, c'est pas bon, ça. Vous êtes en activité, vous recevez de la clientèle. Ça, c'est pas bon pour le client, ça. Il y a des bactéries qui peuvent se répandre sur les produits. Surtout si vous ne mettez pas des couvercles, si vous laissez des dorés comme ça, les bactéries se posent un peu partout et après votre clientèle est malade. Donc nous, notre rôle, c'est que la clientèle soit pas malade. C'est pas entretenu, c'est pas nettoyé. Entouré des policiers, l'agent de la répression des fraudes peut travailler normalement, comme il le ferait n'importe où ailleurs. Ça, c'est pas bon. Monsieur, la poubelle, vous la fermez, vous l'enlevez. Si c'est pas fait, parce que nous on va revenir, si c'est pas fait dans les délais que nous faisons prescrire, 15 jours, un mois, je sais pas trop, c'est la verbalisation. Ça va aller vite. Merci. Un contrôle qui se terminera par une amende pour plusieurs infractions relatives à l'hygiène. À quelques minutes de là, une autre prérogative d'État est rétablie, la chasse au travail au noir. Escortés par les forces de l'ordre, ce sont cette fois des inspecteurs de l'URSSAF qui ciblent un restaurant du bord de mer. Nous sommes à l'extérieur de la cité, mais les forces de l'ordre savent que d'ordinaire, aucun contrôle sérieux n'a lieu ici. Bonjour madame. Ce restaurant, situé dans un cadre paradisiaque, contraste avec l'état de délabrement général du quartier. Rapidement, les inspecteurs découvrent plusieurs infractions. À commencer par cette serveuse, qui n'est tout simplement pas déclarée. Vous êtes salarié de l'établissement ? Non. Je suis bénévole. C'est une association aussi ? Être bénévole dans un restaurant, bien sûr, c'est impossible et illégal. Il s'agit donc bien de travail au noir. Dans cet établissement, la gérante semble avoir d'autres choses à cacher aux contrôleurs de l'URSSAF. Elle tarde à leur fournir les documents de comptabilité qu'ils ont demandés. Moi, ce que je veux, c'est que vous donniez les papiers aux Oui, d'accord, personnes mais et après, on comprenez se que va. vous comprenez. Voilà. Finalement, la gérante coopère, elle fournit les documents. En particulier le ticket qui doit répertorier les recettes de la journée. Aux yeux du contrôleur, la fraude est désormais manifeste. Il n'y a rien dessus. Non mais voilà pourquoi la difficulté pour l'obtenir. Pas une seule vente de boissons sur le ticket, alors qu'en terrasse, il y a beaucoup de clients. Vous avez vu comme moi-même le nombre de tables qu'il y a, le nombre de personnes qui sont en terrasse pour tout ce qui est limonade. Donc nécessairement, on devrait avoir plus que ce qu'on m'a donné. Ces informations seront transmises au fisc. C'est lui qui décidera des poursuites à engager contre le restaurant. Grâce aux forces de police, l'URSSAF, la répression des fraudes et d'autres services ont pu retravailler normalement dans la cité. On n'avait pas vu ça depuis longtemps dans le quartier. Et vous allez voir que les policiers poussent le souci du détail plus loin encore. Depuis des années, les épaves de voitures s'entassent dans la cité. Ces véhicules sont souvent placés là intentionnellement par les trafiquants pour freiner les interventions de police en bloquant les voies d'accès ou pour cacher des marchandises. Alors à la Cayolle, un balai incessant de dépanneuses a commencé, sous étroite protection policière. Mais les délinquants ne sont pas loin et ils vont montrer aux forces de l'ordre que ce territoire est toujours le leur. La voiture qu'il a enlevée tout à l'heure, là, ils l'ont poursuivi par là-bas, ils l'ont braqué. Un dépanneur vient de se faire voler l'épave qu'il transportait en sortant de la cité. D'accord, non, mais je comprends. C'est juste pour savoir. Comme 206. 206 à la plaque. 4 jeunes ont forcé le conducteur à déposer le véhicule. Les voleurs ont eu le culot de dérober la voiture en pleine opération de police. Pas question de les laisser partir avec leur butin. On va aller faire un tour pour essayer de la voir, en sachant que c'est une voiture qui de toute façon est immobilisée et ne roule pas. Donc, Le commissaire Roche n'aura pas à chercher bien longtemps. Oui, capitaine, on suit le dépanneur parce qu'en partant avec une des voitures qu'il avait enlevées, il se l'est fait détrousser sa voiture. Elle est là, la voiture. Pourquoi voler une voiture dont les pneus sont crevés et l'abandonner quelques mètres plus loin? Le commissaire Roche a sa petite idée. A priori, c'est pour nous montrer que, voilà, que la cité elle leur appartient et qu'ils ne laisseront pas faire, mais donc bon. Le signalement des voleurs a été envoyé par radio. 4 hommes, plutôt jeunes, dans une 206 verte. En temps normal, ils auraient sans doute été impossibles à rattraper, mais en ce moment, 150 policiers quadrillent la cité. Les voleurs sont rapidement repérés. Ils sont à Vaucanson. Vaucanson. Les 4 hommes sont interpellés quelques minutes plus tard par les CRS.
Allez, bougez pas, mettez la main derrière le dos. Donnez-moi la main. Cette fois, au jeu du chat et de la souris, les policiers ont gagné. Pendant un mois, ce ne sont plus les délinquants qui feront la loi à la Cayolle. Mais lorsque l'opération prendra fin, que se passera-t-il? Dans 30 jours, quand CRS et hélicoptères ne seront plus là, les trafiquants ne risquent-ils pas de réinvestir les lieux comme avant? Régulièrement, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, tient à venir en personne dans les quartiers pour assurer le service après-vente de sa méthode et prouver qu'elle fonctionne. Cette cité du Clos-la-Rose, dans les quartiers nord, est tristement connue pour ses règlements de compte. Elle a fait l'objet d'une opération policière d'envergure au mois de mars. Alors quelques mois plus tard, le ministre veut démontrer que la police a repris en main le quartier et que l'endroit a retrouvé toute sa quiétude. Oui, il y a un changement, bien sûr. Qu'est-ce qui a changé alors? Ça a changé, c'est calme, c'est très bien. On voit que les forces quand même sont présentes, c'est vrai qu'il y a beaucoup, il y a de la tension quand même. Pendant 3 semaines, avec la police, maintenant on va voir la suite, on attend la suite. Car comme à chaque fois, l'opération a duré un mois et ensuite les forces de l'ordre sont reparties. Certains habitants ont peur aujourd'hui que les trafics ne reprennent rapidement. Un mois, est-ce que c'est assez suffisant? Si on s'aperçoit qu'il faut plus de temps et plus de présence, notamment des forces mobiles, en l'occurrence des CRS, c'est bien, il faudra le faire. Mais on part déjà de cette présence. Soudain, un incident va interrompre notre interview. Derrière, mais le fait d'avoir 3 compagnies mobiles... Ce bruit, c'est une pierre qui vient de tomber à quelques mètres du ministre. Voilà. On avance un peu. Le service de sécurité en alerte demande à ce que le cortège se déplace plus rapidement. Manuel Valls a été pris pour cible. Apparemment, sa méthode ne plaît pas à tout le monde dans la cité. Ça sera long, mais on y arrivera. Merci. Le déplacement du ministre n'aura duré qu'1 heure. Juste le temps d'essayer de rassurer les habitants. La réalité, c'est que lorsque la présence massive des policiers prend fin, le bras de fer avec les trafiquants recommence. Et les caïds des cités reprennent souvent l'avantage. Ce matin, le commissaire Roche et sa chef, la commissaire Fontaine, partent en mission dans les quartiers sud, cité de la Sauvagère. Ouais, je vous annonce un départ du CP10. S'ils se rendent dans cette cité, c'est parce qu'elle a fait l'objet d'une approche globale en début d'année. Et il semble qu'aujourd'hui, la situation dégénère à nouveau. La veille au soir, une tentative de règlement de compte a eu lieu dans le quartier. La commissaire veut à tout prix éviter la reprise du cycle de la violence. On craint que certains individus de la cité se soient armés ou préparés à des attaques du type de celle d'hier soir. Donc il faut qu'on soit vigilant. Il y a encore quelques mois, les policiers rentraient sans problème dans cette cité. Ce n'est déjà plus le cas aujourd'hui. Les délinquants ont repris possession des lieux. En plein milieu de la rue, une voiture abandonnée barre la route. Pour pénétrer dans la cité, il faut la déplacer. Une perte de temps qui permet aux trafiquants de retarder la police. Cette situation n'est pas surprenante. Les dealers connaissent même les plaques des véhicules de police banalisés. Elles sont notées sur le mur. C'est une façon de nous faire savoir qu'ils savent comment on travaille, qu'ils savent qui on est, qu'on est démasqué. C'est un petit jeu du chat et de la souris. À ce jeu-là, les policiers semblent avoir un train de retard. Dans la cité, tout le monde est au courant de leur présence. Il n'y a presque plus personne dehors. À part ce jeune homme qui traîne dans le quartier et qui va être immédiatement contrôlé par les policiers. Bonjour Jeanne. C'est la police. Tu as rien interdit, rien de dangereux? Non. L'individu n'a pas de drogue sur lui. Peut-être s'en est-il débarrassé. Mais en fouillant également les parties communes et les caves, les policiers vont cette fois faire une découverte surprenante. TI-130 Bravo à l'écoute. Au bloc 16, on vient de trouver un sac avec des rouleaux de pièces de monnaie. Ouais, bah écoutez, c'est très bien. Il s'agit sans doute du butin d'un braquage commis la semaine dernière dans un supermarché du coin. Effectivement, ce sont des rouleaux de pièces qu'on trouve souvent dans les supermarchés ou dans les magasins. Et voilà, donc effectivement, on peut penser que c'est une part du butin. En tout cas, ça n'a pas grand-chose à faire dans une cave. Le sac sera transmis à la police scientifique. Si de l'ADN y est retrouvé, les policiers pourront peut-être remonter jusqu'aux auteurs du vol à main armée. C'est le fond de caisse pour... Depuis l'approche globale réalisée dans cette cité, 48 personnes ont été interpellées.
Mais de l'avis de certains habitants, la situation n'a pas vraiment changé. On n'est plus en sécurité ici, c'est fini. Hein. Ça y est, hein. Non, il faut que ça change. Hein. Bon, en tout cas, on va continuer à venir, madame. Si ça vous rassure. Oui, ça rassure. Eh ben voilà, c'est notre boulot et ben on va continuer. Moi, j'ai rien contre. Hein. Ah non. Revenir chaque fois que c'est nécessaire, c'est un début. Mais est-ce suffisant pour éradiquer les trafics ? À ce jour, une vingtaine de cités marseillaises a fait l'objet d'une approche globale. 1 mois d'intervention policière lourde. Sont-elles toutes retombées aujourd'hui entre les mains des dealers ? Pour en avoir le cœur net, nous sommes retournés dans l'une des toutes premières cités nettoyées, l'une des plus dures aussi, la cité de Bassens. Dans les quartiers nord, la cité de Bassens est l'une des cités les plus chaudes de Marseille. Il y a 2 ans, un terrible fait divers avait fait la une des journaux. 3 corps calcinés ont été retrouvés dans une voiture en flammes. Dans la même soirée, 3 hommes tués par balle avant d'être brûlés dans une voiture. À l'origine de ce massacre, le trafic de stupéfiants. Bassens est l'une des plaques tournantes de la drogue à Marseille. Les dealers sont ici chez eux depuis longtemps et ils ne se cachent pas. Dans cette vidéo diffusée sur Internet l'année dernière, ils se mettent en scène en singeant les postures des gangs américains. On est là les frères. Allez, voilà, les petits. Le titre de cette vidéo est sans équivoque, Touchyland, comprenez le pays du cannabis. Allez, voilà. C'est comme ça que ça se passe à Marseille, le quartier les plus hardcore de France. Les dealers exhibent fièrement produits stupéfiants et liasses de billets. Dans leurs mains, plusieurs milliers d'euros. Pour ces jeunes, vendre de la drogue est un métier. C'est un métier, faut être sociable. Faut être sociable et commercial, faut garder le sourire. Mais au début de l'année, pendant 1 mois, les trafiquants ont perdu la main. La police a investi en force la cité. Bilan 40 personnes interpellées, 5 kilos de cannabis saisis. Alors où en est-on aujourd'hui ? Lorsque nous arrivons à Bassens, nous sommes rapidement prévenus par 2 jeunes hommes qui ont vu notre caméra. Nous pouvons filmer dans la cité, mais pas partout. Du doigt, le jeune homme a désigné à quelques mètres un groupe aligné contre le mur, les dealers. Ils nous tolèrent tant que nous restons à distance. Quelques mètres plus loin, l'ambiance est bon enfant, esprit kermesse. Ce jour-là, la cité de Bassens fête ses 50 ans. Tous les habitants sont là pour profiter de cette journée particulière, les familles, les enfants. Bassens est-elle devenue un quartier pacifié ? Pas certain. À quelques mètres de là, nous apercevons un jeune homme, muni d'une petite sacoche. C'est un dealer en pleine transaction. Personne n'y prête attention, un peu comme s'il faisait partie du paysage. À Bassens, la vie a donc repris comme avant. Les habitants cohabitent à nouveau avec les trafiquants. Est-ce que les opérations de police récentes gênent les trafics ? C'est certain. Mais dans les cités dans lesquelles nous avons enquêté à ce jour, les dealers semblent avoir encore le dernier mot.